Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau mercredi de Force républicaine. Bonsoir à tous les ateliers de Force républicaine dans les régions de France qui nous suivaient ce soir. Bonsoir ici à tous les amis qui sont dans cette salle, au président de Force républicaine, Bruno Retailleau, aux amis parlementaires qui nous font le plaisir d'être là. Au programme, ce soir, sujet d'importance, la compétitivité de l'économie française. Où en est-on ? Est-ce que le miracle Macron a eu lieu ou non? Pour se répondre à cette question, deux invités qui connaissent très bien ces sujets. Viviane Chen-Ribeiro, qui est chef d'entreprise et présidente de Syntec, qui est une organisation professionnelle qui réunit beaucoup d'entreprises du numérique, de la formation, du conseil. Et puis Elisabeth Lamure, qui est sénatrice et qui est notamment présidente de la délégation des entreprises du Sénat. Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation de Force républicaine. Le sujet est complexe, difficile. D'un côté, nous avons une situation économique française qui est précaire. Des entreprises françaises qui, depuis 20 ans, ont perdu à peu près 40% de part de marché et qui subissent la plus forte désindustrialisation de l'ensemble des pays développés. Notre commerce extérieur, pour donner quelques chiffres pour poser le débat, est dans le rouge. L'année dernière, 2017, résultat, moins, évidemment, mais moins 62 milliards d'euros. C'est colossal. Je rappelle qu'en 2002, le commerce extérieur français était positif de 3,5 milliards d'euros. Donc en une quinzaine d'années, nous effectuons le grand plongeon. Les chiffres du chômage, malheureusement, sont connus de tous. Nous sommes encore proches de la barre des 10%, 9,7% de la population active, alors que lorsque l'on se compare, un pays comme l'Allemagne est à 3,7%, le Japon, dont on parle rarement, est à 2,8%. C'est dire que nous sommes très très loin, et le graphique qui vous est présenté le montre, nous sommes très très loin du peloton de tête, nous sommes plutôt proches de l'Italie et l'Espagne, dont on connaît les difficultés, que des pays les plus dynamiques. De l'autre côté, depuis un an, un certain nombre de réformes qui sont faites, réforme du Code du travail, réforme de l'ISF, de la CSG, nos amis retraités le savent notamment, institution de la flat tax, loi pacte en gestation, bref, un certain nombre de choses qui sont lancées. Alors, pour tout de suite entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers Viviane Chen-Ribeiro pour lui poser la question, est-ce que ces mesures vont dans le bon sens? Bien sûr qu'on n'attend pas des résultats au bout d'un an, c'est beaucoup trop court, mais est-ce que ça va dans le bon sens? Quels sont les problèmes fondamentaux de la compétitivité de l'économie française? Alors tout d'abord, je voulais juste dire que j'étais heureuse de retrouver l'audience de Force républicaine. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Et puis, merci à Bruno pour tout le travail en cours et à venir sur le fond, sur les idées, parce qu'on en a besoin. Et alors, avant de parler économie, puisque tu me demandes, je vais parler psychologie. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que depuis l'élection, eh bien, le moral des entrepreneurs est au beau fixe. Alors, on ne sait pas si c'est par rapport au gouvernement en place ou par rapport à ce qu'ils ont évité, mais en tout cas, il est au beau fixe. Et je pense qu'il y a une différence entre ce moral et l'effet psy, effectivement, du milieu des affaires, et puis la situation réelle. Alors, tout n'est pas acheté. Effectivement, il y a des réformes qui sont intervenues, c'est-à-dire que dans les ordonnances travail, il y a de très bonnes choses qui commencent à libérer un certain nombre de carcans. Mais les 35 heures n'ont pas disparu. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, et dans toutes les négociations, la base du contrat de travail, c'est toujours 35 heures. Donc ça n'a pas disparu, mais on y reviendra. Tu as parlé de la réforme de l'IS, la réforme de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, cet impôt sur les sociétés, d'abord, il va baisser doucement dans le temps, on y reviendra aussi, mais on verra qu'il y a d'autres effets en contrepartie qui finalement vont
annuler ces effets pour les entreprises. Il y a et il y aura l'année prochaine, la baisse de l'IS sera sur plusieurs années, mais il y aura l'année prochaine la transformation du CICE en baisse de charge. On y reviendra aussi, mais ça aura aussi un effet d'augmenter la base imposable et ça aura un effet beaucoup plus pernicieux entre les bas salaires et les salaires à valeur ajoutée. J'y reviendrai. Ce qui fait qu'il y a plein de réformes. Alors, tu as parlé de la loi PAC. La loi PAC, ça va être beaucoup de points qui, effectivement, vont libérer, mais ça va être une somme de mesures. Ça rappelle ce que Macron a voulu faire quand il était ministre de l'économie. Donc il y a des portes s'ouvrent, il y a des poids qui s'allègent un petit peu, mais en réalité, dans les coûts des entreprises n'ont pas augmenté. Et donc, sur la compétitivité, eh bien, on sait qu'on a fait et on continue à faire le choix des bas salaires. Et donc, on organise une trappe à bas salaire. On l'organise tout simplement par les charges qui sont supprimées au niveau du SMIC. Et ça joue sur la compétitivité, ça joue sur notre compétitivité à l'export, ça joue sur notre compétitivité, sans parler de la compétitivité avec la Chine, même la compétitivité en Europe, ce qui fait que la France est dans le peloton de queue des pays compétitifs. Donc si j'entends bien, il y a quelques mesures, parce qu'on n'est pas là pour tout critiquer, nous on essaye de regarder les choses objectivement, on veut que le pays marche, on veut que ça tourne, on regarde comment, hein, on ne fait pas de la petite politique aérie où l'on critique tout parce qu'on est éventuellement dans l'opposition et on soutient tout parce qu'on est dans la majorité. Bon, mais si j'entends bien, donc, il y a des éléments qui vont dans le bon sens, mais globalement, la charge pour les entreprises, eh ben, alors, il faudrait faire le calcul. Elle est toujours à 62,2%. Elle n'a pas baissé et elle ne va pas baisser. On y reviendra dans le détail. Alors qu'elle est nettement inférieure en Allemagne, je crois qu'elle est de 49% en Allemagne, elle est encore inférieure en Angleterre. Exactement. Alors, et le taux moyen en Europe est de 40%. Le taux moyen en Europe est à 40% et nous sommes à 62%. Ça veut dire, donc, si j'entends bien les choses, qu'il faudrait que nous ayons un effet massif de réduction des charges simplement pour venir à compétition, j'allais dire, avec les mêmes outils que les entreprises européennes. On ne parle même pas des entreprises extérieures. C'est pourquoi, dans la dynamique entrepreneuriale qu'il y a en ce moment et dans le moral des entrepreneurs, d'ailleurs ça a baissé ces dernières semaines, mais je parlais de l'effet psychologique versus l'effet réel sur les charges. Alors, je voudrais qu'on vienne justement sur cette dimension de charge et de contrainte de manière plus générale, parce qu'Elisabeth Lamure a beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, que disent les entreprises sur cette question de la contrainte, de la réglementation? On entend un certain nombre de chefs d'entreprise et d'autres qui en ont marre, on va dire les choses clairement, qui trouvent que la barque est très lourde et qui, là aussi, un petit peu comme ce qu'on venait de dire sur les charges, se considèrent à armes inégales avec la concurrence. Est-ce que l'on peut objectiver cette question ? Alors, bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord vous dire que dans le cadre de la délégation aux entreprises du Sénat, nous avons choisi d'aller voir les entreprises chez elles, c'est-à-dire dans leur environnement personnel, de manière à entendre ce que les chefs d'entreprise veulent nous dire et qui consiste à des témoignages qui sont souvent répétés, mais pas forcément selon les départements dans lesquels on se rend. Et ce que je veux dire d'abord, c'est qu'en France, on peut être fier de nos entreprises, parce qu'on a de très belles entreprises. C'est vrai qu'on visite surtout les PME, mais les chefs d'entreprise sont inventifs, ils sont courageux, ils croient en ce qu'ils font, et d'ailleurs, ils entraînent derrière l'ensemble de l'entreprise. Même s'ils se découragent quand même régulièrement, puisque certaines fois on les entend dire « mais qu'est-ce qu'on fait encore en France ?» Ça, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement. Donc on a de belles entreprises et on a tout intérêt à ce qu'elles restent en France, à ce qu'elles grandissent. Et c'est justement là où on essaye de travailler sur leur développement. Ce qui freine leur compétitivité, bon, il y a pas mal d'éléments. Ce qu'on a entendu le plus souvent, c'est les seuils sociaux.
c'est pas anecdotique, les seuils sociaux. Les entreprises qui arrivent à 48, 49 employés ne veulent pas dépasser ce seuil. On a fait faire une étude comparative avec ce qui se passe en Allemagne. Eh bien, la courbe de progression des entreprises allemandes, eh bien, elle est toujours très, très, très régulière. Les entreprises françaises, arrivées à 50, ça stagne. Et ça stagne pendant longtemps. Alors, on a essayé de proposer au Parlement, évidemment, de faire sauter ces seuils, doubler les seuils, ça n'a pas marché. Donc, on espère bien qu'avec la loi Pacte, on aura enfin gain de cause, mais je peux vous dire que c'est vraiment un frein. Les difficultés de recrutement sont un autre, on en parlera peut-être. Et là, autant on l'entendait un peu il y a quelques années, on l'entend énormément maintenant, parce qu'avec la reprise, évidemment, il y a des besoins de recrutement. Dans le BTP, par exemple, s'ils n'avaient pas les travailleurs détachés, ils ne pourraient pas livrer leur chantier. Il y a un vrai problème de recrutement, de formation, de montée en compétences, d'apprentissage, évidemment. Problème de la transmission d'entreprise également. On l'a entendu très souvent dans les PME familiales. Mais peut-être, en effet, ce qui domine un peu tout chez les chefs d'entreprise, c'est ce fardeau administratif et ce boulet réglementaire. Enfin, on peut interchanger le nom, d'ailleurs, parce que c'est vraiment là que ça pèse sur leurs épaules. Et ils nous le disent vraiment tout le temps depuis des années. Donc là, ça freine vraiment leur compétitivité parce qu'ils ne sont pas à armes égales avec les entreprises européennes notamment. Et on en rajoute tout le temps. Alors, on en rajoute tout le temps. On parle de simplification, c'est un leurre. Vous vous souvenez du choc de simplification de M. Hollande, c'était en 2013. Ça a donné naissance au Conseil de simplification pour les entreprises en 2014. Il a duré 3 ans. Ils avaient beaucoup de mérite, ceux qui ont siégé dans ce conseil, parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie, mais tout ça pour des petites mesures. Et avec surtout 3 ans, 3 ministres différents. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu une volonté politique d'entrer dans la simplification pour les entreprises. Continuité de l'État. Problème de la continuité de l'État. C'est peut-être cela. Et peut-être derrière, on en a déjà parlé quand on a évoqué la question de la dette, peut-être réforme en profondeur de l'État et de sa manière d'accompagner l'économie. Est-ce que l'on peut rentrer maintenant, effectivement, comme on l'a dit, dans certains sujets qui, nous semble-t-il, sont des sujets clés? On a parlé donc des charges, un certain nombre de mesures fiscales, donc impôt sur les sociétés, transformation du CICE, et puis ensuite question des 35 heures qui est connexe, qui n'est pas fiscale mais qui est connexe. Là-dessus, le bilan que l'on en tire concrètement, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'allègement des charges. Le CICE, par exemple, si l'on prend cet exemple très concret, transformation du CICE, ça donne quoi ? La transformation du CICE qui est prévue, elle est prévue telle qu'annoncée, c'est-à-dire que cette transformation qui aujourd'hui, le CICE est à 7% d'impôts, voilà, d'allègement d'impôts, effectivement 7% de la masse salariale. Et ceci jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Demain, ça sera 10% jusqu'à 1,6 du SMIC, c'est-à-dire qu'il y aura pratiquement plus de charges sur le SMIC. Et ensuite, je crois, 6% de 1,6 SMIC à 2,5. C'est-à-dire que les entreprises qui bénéficiaient entre 1,6 et 2,5 SMIC de cet allègement vont perdre 1%. Et les autres, celles au-dessus de 2,5, qui sont toutes les entreprises, par exemple, du numérique, qui sont les entreprises, toutes les entreprises qui produisent de la valeur ajoutée, c'est-à-dire où on a effectivement, on est au-dessus de 2,5 SMIC, vont perdre cet avantage. Donc ça, c'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'on le transforme en baisse de charge. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un crédit d'impôt, qui, par ailleurs, on peut dire que ça va être un effet de trésorerie pour les entreprises, mais aujourd'hui, vous pouvez vous faire financer par la BPI ce crédit d'impôt en avance. Donc, qui était un crédit d'impôt va devenir effectivement une baisse de charge. Donc, ça va augmenter votre profit, puisque vous allez avoir moins de charges. Donc, comme ça va augmenter votre profit, votre base imposable, elle augmente.
D'accord? Donc, on vous diminue effectivement dans les années qui viennent le taux d'imposition sur vos sociétés, mais à partir du 1er janvier 2019, des entreprises, et majoritairement les entreprises à valeur ajoutée, vont voir leur base fiscale qui s'augmente, puisqu'il y a, qui de toute façon, eux, des charges, et celle en dessous, leur base fiscale qui s'augmente. Ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, par exemple, il y a encore une fois, il y a des tas de choses bien dans la loi sur la formation. On pourra y revenir, notamment sur les transformations de compétences, etc. Beaucoup de dangers, mais plein de choses, effectivement, qui sont positives. Néanmoins, par exemple, dans cette loi, il y aura le traitement du handicap et de la taxe sur le handicap. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est pas qu'on refuse d'embaucher des handicapés. Moi, je veux bien qu'on me trouve 6% de mon effectif. J'ai une entreprise où j'ai 290 personnes ensemble. En France, on me trouve 6% de mon effectif et je les embaucherai. Et je les embaucherai. Sauf qu'on ne les a pas, ils ne sont pas formés et on n'a pas les circuits pour les former. Donc, de toute façon, c'est une taxe. Et jusqu'à présent, c'était une charge. Demain, ça devient un impôt, c'est-à-dire non déductible. D'accord? Donc, là aussi, ça augmente votre base taxable. Voilà. C'est beaucoup de points comme ça. Encore une fois, on reviendra sur la formation et la transformation de compétences parce que je pense que c'est clé pour les années à venir. Je vous passe sur la fiscalité locale, mais sur les hausses des droits, les hausses des taxes sur le carburant, hein, qui pénalisent les entreprises. Donc, et les hausses de taxes. Et puis, je vais rajouter la petite dissonance que l'on a eue entre, effectivement, Bruno Le Maire et Darmanin, tout simplement sur la réduction des aides sociales. Alors, il y en a un qui a dit on va réduire les aides sociales, et puis l'autre qui a dit on va réduire les aides sociales pour les entreprises. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais effectivement, il y a des aides par secteur. Alors, le discours, c'est comme on a fait plein de choses pour les entreprises, on va réduire, mais pour l'instant, factuellement, dans les entreprises, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des points qui sont libérés. Encore une fois, tu as raison, il faut être je dirais, extrêmement intellectuellement honnête. Il y a des choses et plein de points qui sont libérés, et notamment dans la loi Pacte, notamment sur la transmission d'entreprise. Il va y avoir des choses. J'en ai la liste, et d'ailleurs, je la laisserai à disposition pour qu'elle puisse être mise sur le site de Force républicaine. Pour l'instant, c'est une loi qui n'a pas encore été discutée, donc ce ne sont que des propositions, mais néanmoins, je le mettrai à disposition. Et je crois qu'il y a plein de choses positives, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'effet coût, aujourd'hui, sur les charges, on ne l'a pas. L'effet coût n'est pas là pour le moment. N'est pas là pour l'instant. Je reviens, puis je vois des questions qui s'affichent sur les écrans, donc je remercie celles et ceux qui les posent un petit peu partout. Notamment, est-ce qu'on peut venir, là, il y a une question sur les 35 heures. Il faut bien qu'on traite de cette question quand même qui nous embarrasse depuis des années et des années. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que les Français sont prêts à ce que l'on supprime les 35 heures? Alors, moi j'ai envie... Est-ce qu'ils étaient prêts à la réforme de la SNCF? C'est une bonne question. Ah, peut-être que sur la réforme de la SNCF, ils étaient quand même assez d'accord sur le fond. Mais avant même de se demander si les Français sont prêts, ce qui est une bonne question, hein, il faut ou il ne faut pas? Les entreprises, aujourd'hui, elles se sont adaptées. Il y a besoin de les supprimer. Il y a la question des heures supplémentaires. Enfin, ça fait des années que l'on tourne autour de cette question. Alors, l'une ou l'autre, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je rappelle quand même qu'on avait une mesure sous le mandat de Nicolas Sarkozy qui était les heures supplémentaires défiscalisées, qui ont rendu service à de très nombreux salariés. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elles ont été abandonnées, les salariés ont perdu 100-150 euros de salaire mensuel. Et l'idée, je crois, à l'époque du président, c'était de dire on fait un pas vers le retour aux 39 heures, c'est-à-dire on commence par les heures supplémentaires défiscalisées. Moi, je pense qu'on pourrait les rétablir. On a d'ailleurs entendu dans le discours politique que
Ça pourrait être le cas. Donc ça pourrait être un pas vers un temps de travail un petit peu plus long. Alors, sur les 35 heures, aujourd'hui, on peut passer des... Alors, l'évolution des ordonnances, c'est qu'on peut passer des accords d'entreprise, même quand une entreprise n'est pas en difficulté, c'est-à-dire, par contre, c'est une négociation. Ça veut dire que dans l'entreprise, il faut qu'il y ait entre la représentation syndicale ou les représentants du personnel, s'il n'y a pas de représentation syndicale, un dialogue et un accord de passer. Et effectivement, là, on peut avoir un accord sur le temps de travail. Mais à un moment donné, si on commence cette discussion, étant donné que les 35 heures, c'est toujours la base du contrat de travail, je ne vois pas comment un chef d'entreprise peut négocier avec ses salariés sans accorder un minimum d'augmentation. C'est-à-dire, ça ne sera pas 35 payé 35, ça sera 35 payé 38, ou 40 payé 38, voilà. Mais il y aura forcément un chemin et une augmentation du coût. Donc, en réalité, on n'a pas changer, parce qu'aujourd'hui, si vous appliquez les taux des heures supplémentaires, le 39 est payé 40. 39 heures est payé 40. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas... ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Moi, j'ai des collaborateurs qui voyagent à travers la France, qui travaillent en R&D. Si on les trouve encore à 20 heures, on me demande de prouver qu'ils ne font pas plus de 37h30, puisque c'est l'accord que nous avons, et au moins sur une base mensuelle. Au moins sur une base mensuelle. Donc, ça veut dire que je leur demande, je suis obligée de mettre en place... Alors que ça ne me créait absolument aucun problème que chez nous, les gens récupéraient naturellement. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que même dans une entreprise dans laquelle il y a une bonne ambiance avec une gestion de travail à domicile, je suis rentrée tard hier soir, j'arrive à 10h, il n'y a pas de problème à partir du moment où le travail est fait, eh bien, ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours ce contrôle des 35 heures. Voilà, et que vous êtes soumis à une visite de l'inspection du travail. Et ça n'a pas changé. Par contre, dans les ordonnances, il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire les ruptures conventionnelles collectives. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle introduite par Nicolas Sarkozy, qui a un franc succès dans les entreprises parce qu'on s'en sert énormément, eh bien, cette rupture conventionnelle, on peut la faire maintenant de façon collective. Il y a donc l'accord pour le fonctionnement des entreprises dont je viens de parler. Et il y a quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement utile, c'est-à-dire le contrat de mission. C'est une façon de détourner le CDI, c'est une façon de ne pas faire des CDD à répétition. Alors, un contrat de mission, c'est un contrat qui a une fin, puisqu'il est défini à la mission, mais il n'a pas une fin définie en date. C'est pas une fin définie en date. Il est lié à une mission. Donc, je vous embauche pour une mission de développement qui va durer pour une entreprise. Et donc, si le projet dure 3 ans, vous resterez 3 ans. Si le projet dure 2 ans, vous resterez 2 ans. Mais c'est un contrat de mission. Et donc, il a aussi un coût de fin qui est prédéfini. Donc, c'est simple. Il n'y a pas de négociation, c'est dès l'entrée au contrat. Il ne peut pas être inférieur à 18 mois, il ne peut pas être supérieur à 3 ans. Bon, il y a des limites. Néanmoins, c'est une façon d'éviter les CDD à répétition. Voilà. Et il va falloir toujours se battre, et c'est un combat qu'il y aura à mener, sur une idée qui continue à circuler, sur la surtaxation des CDD courts. Oui, moi je trouve que tout ça, c'est des mesures qui sont utiles. On ne va pas dire le contraire. Mais enfin, où est l'ambition d'une politique économique? C'est ça qui nous manque, c'est ce souffle-là qui nous manque. Alors, on a l'impression de se contenter presque. Enfin, en tout cas, les entreprises ont l'impression que, oui, on a quand même obtenu ça. Mais c'est pas ça qu'il faut, c'est pas cette politique-là qu'il faut. Il faut beaucoup plus d'ambition si on veut que nos entreprises se développent et soient encore dans la course de la compétitivité. On n'est pas à l'échelle du problème. Pas du tout. Non, c'est vrai qu'on n'est pas à l'échelle du problème. Après, c'est un choix. Nous avions fait dans la campagne le choix de faire une baisse massive de charges. Le choix du gouvernement est de dire je reste dans les 3%. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a une réforme,
il y a où est-ce que je me récupère les montants. Donc il y a une espèce de recherche d'équilibre permanent. Voilà, de la part de Bercy, qu'on peut comprendre, puisqu'ils ont une contrainte. Effectivement, c'est celle-là. Donc, oui, mais la contrainte, mais la contrainte, en contrepartie, c'est la pèse dépense sur publique. les entreprises. Exactement. Et si l'on arrivait, on en revient à l'un de nos débats précédents, c'est le contrôle de l'augmentation de la dépense publique, parce qu'elle continue d'augmenter. Et donc, il n'y a pas de miracle. Si la dépense continue d'augmenter, alors que nous faisons déjà énormément de dettes, il faut bien la financer. Donc, à l'extrême, on évite une augmentation à nouveau de la fiscalité, mais on ne réduit pas massivement les charges, et donc on est toujours au-dessus de la moyenne européenne, et donc on court toujours le 100 mètres avec un boulet au pied. C'est ce que je retiens de ce que vous dites l'une et l'autre. Alors on a d'autres questions qui sont précises à l'écran, on en passe à une ou deux. Il y a une question qui était intéressante sur les salaires, et ce qui a été dit sur ce que Viviane a appelé la trappe au bas salaire. Si les salaires montent, est-ce que l'on sera plus compétitif ? C'est une question importante parce que ça rétroagit aussi sur les questions de qualification des salariés, sur notre niveau donc de main-d'œuvre, et donc quelque part sur notre compétitivité en matière de qualité de l'offre, si je puis dire. On n'est plus sur la question compétitivité-prix, mais sur la question qualité. Alors, vous souhaitez répondre ? Non, je dirais simplement que c'est peut-être un faux problème, la question des salaires. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on cherche dans les entreprises ? On cherche des compétences. Les compétences, il faut les rémunérer. Donc, si on veut que les compétences puissent monter dans l'entreprise, il faut rémunérer, mais tout ça va aller vers quoi ? Vers davantage d'innovation, et c'est ce qui est aujourd'hui la clé pour le développement des entreprises. Donc, je pense qu'on ne peut pas régler le problème seulement en disant bas salaire, augmentation des salaires, etc. Il faut vraiment qu'il y ait dans les entreprises une montée en compétences. Alors, je vais m'expliquer sur la trappe, sur les bas salaires, parce que l'explication est assez simple et je suis entièrement d'accord. Si vous voulez, on reviendra après sur le sujet de transformation des compétences, parce que je pense que c'est un risque clé politique et important dans les quelques années qui viennent. Néanmoins, sur la trappe à bas salaire, c'est assez simple. À partir du moment où vous avez zéro charge au niveau du SMIC et donc peu de charges entre 1 fois et 1,6 du SMIC. Vous n'avez pas intérêt, dans le contexte actuel du poids des charges, à faire passer vos salariés au-dessus de 1,6 du SMIC si vous êtes... C'est juste logique. C'est juste logique, vous n'avez pas intérêt, sinon vous allez augmenter votre masse salariale d'une façon conséquente. Donc, effectivement, si on avait moins de charges et si on avait fait une baisse des charges massive, les salaires auraient augmenté. Et donc, à un moment donné, si vous augmentez les salaires, vous enclenchez une phase économique complètement différente parce que les gens ont plus de ressources, consomment plus, et vous augmentez quelque chose de complètement différent. Et pour autant, le coût du travail aurait pu diminuer. Voilà. C'est donc bien toujours, toujours à un moment donné, il y a un cercle vertueux qui se met en route. Voilà. Et nous restons, malgré les efforts que personne ne nie, dans une sorte de cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est celui, en tout cas nous le pensons fortement, Bruno, à Force républicaine, de réduire la dépense publique, non pas par sorte d'idéologie toute faite, mais parce que cette dépense publique est une des plus élevées dans le monde, qu'elle oblige à avoir des charges elles-mêmes élevées, et donc par conséquent, ces charges mettent un frein à l'augmentation des salaires qui, eux, sont positifs pour favoriser la consommation. Et l'on sait bien que la croissance en France est assez sensible à la consommation. Et c'est cela le cercle vertueux qu'il faudrait engager. Mais pour cela, si l'on ne veut pas faire de la dette en plus, et si l'on réduit les charges, donc quelque part les recettes de l'État, au sens large du terme, il faut bien réduire la dépense publique au sens large du terme. Et ce que beaucoup de nos compatriotes n'entendent peut-être pas complètement, c'est que cette réduction des charges leur serait
à l'arrivée très profitable, parce qu'il y aurait cette tendance, effectivement, à l'augmentation des salaires. Il y aurait forcément cette tendance pour la bonne raison que sur le plan des coûts, je parle pour nos filières d'activité, nous, on embauche 2 ingénieurs pendant que l'Allemagne en embauche 3. Nous avons aujourd'hui, les jeunes n'hésitent plus à voyager. Partir travailler aux États-Unis ne leur fait pas peur. Un ingénieur en France va commencer à 35 000, 40 000 euros, 45 000 euros au bout de 2 ans, parce que ça monte très très vite, et puis surtout parce qu'il va changer de travail au bout de 2 ans pour pouvoir profiter d'une augmentation. En Californie, les salaires sont entre 150 000 et 200 000 dollars. Bon, donc, comment voulez-vous, si vous avez des compétences, retenir les ingénieurs, retenir ceux qui vont nous faciliter cette politique d'innovation, d'invention. Voilà. À un moment donné, on a aussi un sujet effectivement, de compétences et d'attractivité de ces compétences. Il y avait eu le patron de Blablacar il y a quelques années qui avait fait un slogan en disant Léon revient, ça va mieux en France. Parfait. Mais je peux vous dire que nous, dans notre profession, on est en déficit de 15 000 recrutements par an. Voilà, on est en déficit de 15 000 recrutements par an. Et vous parliez du problème de recrutement et de compétences. Il y a 600 000 emplois qui n'ont pas été pourvus dans les entreprises l'année dernière. Voilà, 600 000 emplois pour inadéquation entre les compétences des chômeurs et les besoins des entreprises. Et ça ne va pas s'améliorer parce que vous avez la grande distribution qui va automatiser ses caisses. Mine de rien, c'est 280 000 caissières. 280 000 caissières dont il va falloir transformer les emplois. Et donc, ça veut dire que la transformation des compétences, et donc la loi sur la formation, va être extrêmement important parce que sinon, c'est aussi une désespérance sociale. Ce sont des gens qui n'iront pas tout seuls vers une transformation de compétences, qui ne sont pas portés à aller vers une transformation de compétences, et ça veut dire qu'on a un risque d'extrême. Alors donc, venons sur cette question, venons sur cette question justement de la compétence, de la formation. Il y avait une question qui nous était posée également sur l'alternance. Ne faut-il pas miser sur l'alternance pour augmenter la compétitivité? C'est le Val-de-Marne qui nous envoie cela. Est-ce qu'il y a globalement un certain nombre de mesures, au-delà de ce que l'on vient de dire, sur la question des charges et d'une forme de relance des salaires? Est-ce qu'il y a d'autres points bloquants aujourd'hui en matière de formation, en matière d'apprentissage, en matière d'alternance, de formation professionnelle, bref, tout ce volet? Elisabeth Lamure, peut-être? Oui, alors c'est un sujet sur lequel on a déjà travaillé, mais il faut vraiment passer, je dirais, à l'action cette fois. En effet, le problème de l'apprentissage en France, il est archi connu. Hein. On sait bien qu'on manque d'apprentis. On sait qu'il y a eu le problème en 2012 avec la baisse des aides à l'apprentissage. Ça nous a privés de 100 000 apprentis. Et aujourd'hui, il nous manque beaucoup. Donc, la réforme, quand même, est en route. Les régions vont être aussi un peu pilotes dans la formation. Enfin, en tout cas... c'était ainsi ce que l'on souhaitait, parce qu'il faut revoir les formations qui puissent correspondre à la demande des entreprises. Aujourd'hui, c'est à peine le cas. Et ensuite, il faut aussi former dans l'entreprise, parce que, encore une fois, si on n'a pas de la formation interne, les salariés, soit ils piétinent, soit ils sont débauchés et ils vont voir ailleurs. Donc, c'est un sujet qui va arriver très prochainement, hein, dans le prochain texte de loi sur la formation et l'alternance. Il faut vraiment le prendre au sérieux parce qu'il y a une grande attente de la part des entreprises. Mais au-delà de ça, puisqu'on parlait des freins à la compétitivité, je voudrais revenir sur la question du poids administratif.
parce que on a les charges d'un côté pour les entreprises, comment les alléger, mais surtout comment est-ce qu'on pourrait alléger ce poids de l'administratif qui pèse à peu près, d'après les études, pour 30% du temps de l'entreprise. C'est-à-dire, un entrepreneur nous dit, je commence vraiment à m'occuper de mon entreprise le mercredi, parce que je consacre beaucoup de temps au travail administratif. Il faut répondre à des circulaires 3 fois la même, il faut répondre à des enquêtes, il faut disperser ces déclarations parce qu'on n'a pas de guichet unique. Donc, il me semble qu'il faudrait pouvoir travailler sur comment alléger justement ce poids administratif. Et le prélèvement à la source, est-ce que ça ajoute ? Alors, le prélèvement à la source, voilà encore un sujet qui préoccupe beaucoup les entreprises, surtout les plus petites. C'est vrai que les grands groupes sont beaucoup plus armés, mais enfin, les petites entreprises, on a fait faire une étude sur le sujet. Ça coûtera 1,2 milliard d'euros la première année pour les entreprises. Donc, évidemment qu'elles sont opposées. Elles sont opposées parce que ça n'est pas aux entreprises d'être le collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Et vous voyez question là qui est dans ce sens-là et qui nous dit qu'à l'étranger, les entreprises sont souvent rémunérées. Donc, quelle compensation envisager ? Bonne question de Paris. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et il y a une autre difficulté à ça. C'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Dans les autres pays, la politique familiale n'est pas liée à l'impôt sur le revenu. Et donc, vous n'avez pas de différence. Effectivement, vous payez votre impôt à la source sur les salaires, mais par rapport à votre niveau de salaire. Et donc, c'est extrêmement simple. Nous, on a un impôt sur le revenu, donc on n'a pas fait la réforme de l'impôt sur le revenu et on passe au prélèvement à la source. Ce qui fait que ça va avoir un effet pervers parce que les gens qui avaient le même brut, parce qu'ils étaient dans les mêmes fonctions dans une entreprise, parce qu'un sera marié avec 2 enfants, l'autre sera célibataire, va percevoir un net qui va être différent du fait du taux d'imposition. Et là, on risque d'avoir nos services de ressources humaines, quel que soit, alors c'est effectivement pour les petites entreprises, mais nous on est 290 et je pense qu'on aura des questions et on aura la queue dans le couloir par rapport aux services des ressources humaines. Donc c'est un vrai sujet parce qu'il aurait fallu effectivement réformer et puis on avait la mensualisation de l'impôt, quoi. On n'avait qu'à obliger tout le monde à être mensualisé. C'était et pour une fois, c'était simple. Eh ben, ça, c'était super simple. On donnait 2 ans à tout le monde pour être mensualisé et c'était une solution simple qui ne pesait pas sur les entreprises. On a quand même le don de complexifier ce qui est simple parce que voilà quelque chose qui fonctionnait, personne ne demandait rien à personne là-dessus et l'on change tout et on ne sait pas pour quel avantage véritable. Enfin. En tout cas, pour le salarié, il faut quand même savoir que chacun devra faire sa déclaration de revenus comme avant. Le salarié ou la personne retraitée qui va percevoir, qui va arriver au mois de janvier 2019, il y aura automatiquement des questions parce que le salaire net ou la pension nette va être diminué d'autant du montant de l'impôt mensualisé. Donc c'est là qu'en plus les chefs d'entreprise vont avoir des difficultés, peut-être des difficultés sociales d'ailleurs, parce que il faudra que le chef d'entreprise réponde, parfois même compense. Enfin, les DRH étaient assez inquiets de cette question-là, parce que des salariés ont commencé à dire « Ah, mais moi, je ne veux pas que mon salaire net change. » Ah, ben oui, mais voilà. Donc, je crois qu'ils se sont empêtrés quand même dans cette mesure. Ils l'ont reculé d'1 an parce que ce n'était pas possible de la mettre en place. Ils sont empêtrés dans cette mesure dont on serait bien passé. Et quand je dis on, c'est à la fois les entreprises, mais également les salariés. Et sur cette question, justement, salaire net, est-ce qu'on parlait tout à l'heure au début de l'effet psychologique qui est important en économie. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet psychologique négatif ? Là, il y aura un effet psychologique négatif, mais évident, tout comme il y a eu un effet psychologique négatif sur la CSG. Donc, il y aura un effet psychologique évident. Je voulais simplement revenir sur la loi Pacte, sur théoriquement, justement, l'allègement de la charge administrative. Il y a quand même beaucoup de mesures
des exemplaires que j'ai dans les mains qui vont quand même tenter d'alléger sur les guichets uniques, sur les réductions de coûts. Après, il y aura aussi des incitations sur il y a des risques, mais il y aura des incitations sur le partage de la valeur. Je crois qu'il ne faut pas céder sur la définition de l'entreprise, parce que l'entreprise, il ne faut pas céder, surtout la définition de l'entreprise ne peut pas être changée dans la loi. Ça serait quand même, voilà, ça serait quand même dommage d'arriver là. Donc il faut continuer à se battre là-dessus. Après, sur tout ce qui est participation et intéressement, je pense que c'est assez bien pensé, mais dans ces cas-là, il faudrait revenir non pas à la taxation. Je vous rappelle qu'on verse de la participation, mais qu'en plus on se prend une taxation de 20% sur la participation. Donc avant elle était à 8%. Quand même, avant Hollande, elle était à 8, donc là c'est 20%. Donc il faudrait revenir à une taxation, puisque plus on partage avec les salariés et plus on paye. C'est quand même un petit peu... Ce qui est aussi absurde. C'est aussi absurde. Elisabeth Lamure. Oui, dans la même idée, les délais administratifs. Les délais administratifs, en France, on est vraiment les champions de la lenteur. Un entrepreneur rencontré en Alsace nous dit « Mon groupe a décidé 2 unités de production, une en France, une en Allemagne, exactement les mêmes. On a inauguré l'entreprise en Allemagne au moment où on avait le permis de construire en France. » Donc ça, il faut absolument essayer de l'améliorer. On a connu la mesure, je ne sais pas si vous en souvenez, silence vaut accord. Ça, c'était sous le mandat de M. Hollande. Silence vaut accord, ça voulait dire l'administration doit vous répondre dans les 2 mois. Si elle ne répond pas dans les 2 mois, vous avez l'accord. En quelque sorte, c'est tacite. Sauf qu'il y a eu à cette mesure 2400 dérogations. Donc 2400 dérogations, autant vous dire que c'est mort d'avance. Personne ne va se hasarder à dire est-ce que j'ai l'accord tacite ou est-ce que je ne l'ai pas. Donc la mesure, on n'en a plus entendu parler. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même aller plus loin que ces mesurettes. On a besoin d'aller plus loin. Et puis les dangers, c'est le nombre des amendements. Enfin, moi, je lis dans les journaux, parce que je ne suis pas ni au Sénat ni à l'Assemblée, mais... je lis dans les journaux, quand je vois ce nombre d'amendements qui arrivent sur les lois qui passent, je me dis, mais... Et donc, chaque chose peut contenir un danger potentiel. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement... Voilà, chaque point peut être extrêmement pervers vu notre complexité. Est-ce qu'on peut revenir sur la transformation des compétences ou pas ? Oui. Oui ? Allons-y. On a le droit ? Et après, j'aurais deux questions que l'on aborde rarement, que j'ai envie d'aborder ce soir. Alors là, si c'est dit comme ça, on va accepter. Oui, la transformation des compétences, la loi sur la formation comprend des bonnes choses, dans la mesure où il y a un compte personnel de formation qui va être transformé en euros, ce qui va réguler les coûts de la formation et qui va obliger les chômeurs ou les travailleurs à se rendre compte du coût effectivement de la formation, mais aussi à choisir leur formation. Ça va rajouter quelque part des obligations dans les entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise qui auparavant décidait de son plan de formation et de transformation des compétences pour que ses salariés restent, que l'entreprise reste compétitive sur le marché des compétences, eh bien, on va être obligé de négocier avec les salariés le fait de dire que pour vous former au travail que vous faites et pour qu'on puisse rester compétitif dans l'entreprise, est-ce que vous nous permettez d'utiliser une partie de votre CPF, donc de votre compte personnel de formation? Est-ce que vous nous utilisez dans une... Bon. Donc déjà, ça rajoute quand même une obligation. Néanmoins, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va rendre les individus responsables. Ça va créer quand même des négociations dans l'entreprise. Après, il y a, je dirais, des conditions au fait que cette réforme, elle marche. Et les conditions, c'est qu'on ait dans les branches professionnelles des observatoires de transformation des compétences qui fonctionnent et qui soient véritablement efficaces dans la projection des besoins de transformation de compétences. Et on a besoin que la nouvelle entité qui va s'appeler France Compétences, donc voilà, ne soit pas une agence d'État de plus, à peu près aussi efficace que l'ANRU, pour ceux qui connaissent,
c'est-à-dire pas beaucoup, et soit véritablement efficace. Et ça, je pense qu'on aura un signe quant à qui va prendre la présidence de France Compétences, parce que moi, je pense que si c'était un entrepreneur ou quelqu'un qui vient effectivement du monde du privé, ça serait parfait. Et la grosse difficulté pour avoir des observatoires de transformation des compétences, donc pour éviter les dangers que j'évoquais tout à l'heure, avec toutes les transformations de compétences qui vont arriver par l'évolution des technologies, c'est qu'aujourd'hui, on a 500 branches. Et je suis responsable pour le MEDEF de la restructuration des branches pour arriver, et là c'est une bonne idée du président, à 200, même 100 branches. D'accord. C'est déjà beaucoup, parce que je crois qu'il y en a nettement moins en Allemagne, par exemple. Ah oui, il y en a 70, 75 en Allemagne, oui, il y en a beaucoup moins. Donc 100 branches, mais on n'y est pas. On est à 500. On sait comment descendre à peu près à 200 branches, mais ça veut dire que vous avez beaucoup de filières, donc industrielles ou économiques, qui n'ont pas de représentativité de négociation et de représentativité dans les branches, capable d'assumer le coût et le fait d'avoir un véritable observatoire de transformation des compétences. Donc c'est un vrai sujet, sauf que ça ne va pas se résoudre, et ça va se résoudre en plusieurs années. Et donc c'est un énorme problème qui est devant nous. Alors on vient d'évoquer là en un mot, on y a fait allusion, la question de l'innovation. Alors on va pas voir. C'est une question qui est très vaste. On ne va pas pouvoir traiter de toute cette question de la recherche, de l'innovation. Mais enfin, là aussi, quand on prend les chiffres, on voit que la France est moyennement placée quand on prend l'effort de recherche et développement global. On est à peine dans la moyenne de l'OCDE, alors que les grands pays développés sont pratiquement tous au-dessus de nous. Nous, on est à 2,3% du PIB, pour faire simple. C'est pas médiocre. Il faut pas non plus, mais enfin, on n'est pas à la pointe. Là, il y a eu quelques mesures aussi qui ont été prises il y a un certain nombre d'années, comme le crédit impôt recherche, comme ces mesures-là qui semblent plutôt bien marcher auprès des PME. Est-ce que ça, c'est exact ? Alors, je crois que si on n'avait pas le crédit impôt recherche, il n'y aurait plus de recherche en France, tout simplement. Donc ça a beaucoup aidé les entreprises. Le petit bémol, ça a été quand même les contrôles consécutifs au dossier du crédit impôt recherche. Toutes les entreprises qui ont fait un dossier de crédit impôt recherche se sont vues ensuite taxées d'un contrôle. Alors ça veut dire que les entreprises étaient obligées de prendre un avocat, de bien blinder leur dossier pour être sûres ensuite de ne pas être pénalisées et sanctionnées à l'occasion d'un contrôle. Mais c'est sûr que le CIR, c'est une excellente mesure. Alors je viens à mes deux questions qui fâchent. La première, je ne sais pas si je pense que chacune d'entre vous, vous faites régulièrement vos courses, notamment dans des grands magasins. Moi, je le fais. Et je suis consterné. Parce que quand j'ai 5 minutes, je regarde les produits et je regarde la provenance. D'abord, il est parfois extrêmement difficile de savoir d'où vient ce que vous achetez. Faites le test. De temps en temps, c'est marqué. Parfois, il faut vraiment chercher. Et même quand on a des lunettes, on ne trouve pas forcément parce que c'est très piégeux. Bon, ça, c'est une chose. Donc, le Made in France, c'est quand même quelque chose de simple. Moi, j'aimerais bien, en tant que consommateur, parce que j'achète français à chaque fois que je le peux, mais j'aimerais bien ne pas passer 1 heure au supermarché du coin pour savoir si la boîte de conserve, par exemple, d'haricots verts est faite en France ou si elle est faite à Perpète-les-Oies, si vous me permettez l'expression. Et souvent, y compris sur des marques françaises, elle est faite à Perpète-les-Oies. Voilà, je suis spécialiste du haricot vert en boîte, parmi d'autres choses. Mais blague mise à part, mais ce n'est pas tellement une blague, est-ce que, au-delà de cette question du Made in France, par rapport à des pays qui ne jouent pas le jeu, je dirais, alors je ne vais même pas dire de la concurrence pure et parfaite, mais qui ne respectent pas, on le sait tous, un certain nombre de règles de concurrence, un certain nombre de règles sociales, est-ce qu'il faudra dans l'avenir que l'on arrive d'une manière ou d'une autre à protéger notre marché européen ? Il y a beaucoup de Français qui se posent cette question et je crois qu'il faut y répondre. Puis j'en ai une deuxième encore plus délicate. Qui souhaite répondre ? Alors, moi, je pense qu'il faut quand même se méfier du protectionnisme. Parce que ça peut je n'avais pas dit le mot. Ah, mais je le dis, parce que ça peut nous revenir en boomerang, cette affaire-là.
J'ai tendance à avoir confiance dans les talents et je crois beaucoup dans les talents. Et on a beaucoup de talents en France, dans les entreprises, on a beaucoup de compétences et il me semble que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Il faudrait que les entreprises soient davantage à l'international. Il faut que les entreprises exportent davantage. On est beaucoup trop timide. On est un des pays d'Europe qui exportons le moins. Donc je préférerais qu'on travaille cet aspect-là parce que nos entreprises, elles, exportent. Aujourd'hui, le Made in France, c'est un peu un leurre, parce que même dans l'industrie de luxe, les fabrications sont délocalisées. C'est pas fabriqué en France. Pas toutes. Nous avons quelques beaux exemples. Pour la plupart, c'est pas fabriqué en France. Alors, il y a de la finition dans qui se fait en France. Notamment. Bon, donc je pense qu'il faut aussi que, parce que nos entreprises ont besoin d'aller à l'export, donc c'est un peu donnant-donnant. Et moi, je serais plutôt d'avis de dire, faisons monter les compétences, libérons un peu les entreprises de manière à ce qu'elles soient davantage innovantes, parce qu'à la base elles le sont, et qu'elles mettent cette innovation au service de leur développement. Et on se posera peut-être plus la question de achetons en France, achetons français, n'achetons pas français, parce qu'on est bien content que les Chinois achètent français, notamment dans le luxe, ou que nos voisins européens également achètent français. Et quand M. Trump nous pénalise sur un certain nombre de productions, que fait-on ? Je ne sais pas, il faudrait lui renvoyer l'appareil. Hein ? Voilà. Mais sur les normes, il faut, je veux dire, c'est plutôt l'inverse, quoi. Il faudrait nous alléger les normes, arrêter de surnormer par rapport à Bruxelles et plutôt nous alléger les normes. Pareil, pour alléger les normes, il faudrait qu'on soit plus efficace en amont à Bruxelles déjà. Ça serait aussi bien, parce que si on augmentait notre influence... Arrêter de surtransposer les normes. Arrêter de surtransposer, oui. Et plutôt alléger. Et pour moi, même la RGDP, les données personnelles, aujourd'hui, ça va plutôt pénaliser et rajouter de l'administratif aux sociétés françaises que l'inverse. Ça ne va pas changer l'attitude d'Amazon, de Google ou d'Apple ou de qui vous voulez. Par contre, que l'on se préoccupe pour la compétitivité de nos entreprises, que le fait que le commerce sur Internet, le commerce dématérialisé a une rupture de concurrence avec le commerçant qui a un pas de porte parce que lui paye des taxes, eh ben ça, oui, il faut s'en occuper. D'accord ? Parce que là, il y a une vraie rupture de concurrence. Pardon. Et donc, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Après, il faut laisser une certaine liberté aux entreprises. Parce que les entreprises, les normes nous empêchent de créer, peuvent nous empêcher d'innover. On va rajouter 10 milliards. C'est parfait, c'est super de rajouter 10 milliards. C'est une bonne mesure, d'accord ? Mais 10 milliards par rapport, est-ce que vous connaissez le budget d'investissement de Google sur l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on connaît ? Donc voilà, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Et là, on ferait mieux de se dire, créons une Europe, regardons ce qu'ils font faire pour protéger l'Europe, mais ayons des programmes ambitieux de développement sur les sujets qui arrivent, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire effectivement les données, c'est-à-dire, voilà, ayons plutôt ce raisonnement. C'est évident, sinon, on a laissé passer des trains, ça serait bien qu'on ne laisse pas passer le suivant. C'est un point qu'on avait travaillé, Bruno, lorsqu'on avait fait notre projet Europe, en insistant sur la nécessité effectivement de concentrer les moyens de l'Union européenne sur quelques sujets stratégiques, dont effectivement celui de l'innovation et celui du numérique en particulier. Je voudrais peut-être qu'on termine, parce que je sais qu'il y a plein de sujets qu'il faudrait pouvoir aborder, avant de donner la parole à Bruno, sur un autre sujet que l'on aborde là pour le coup quasiment pas, c'est la question monétaire. Et si en technique on peut passer 2 petites courbes, alors pardon, elles ne sont pas forcément très claires, mais je vous les commente. Vous voyez là une courbe sur l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar, et regardez bien à partir du début des années 2002, vous voyez la hausse de cette courbe qui montre le renchérissement de l'euro par rapport au dollar. L'euro vaut beaucoup plus cher
par rapport au dollar. Et cette courbe, elle s'est un peu infléchie vers les années 2008-2010, mais néanmoins, l'euro reste élevé. Et puis je voudrais qu'on vienne et qu'on mette en corrélation. Méfions-nous des corrélations hasardeuses, hein, j'en suis bien d'accord. Mais tout de même, ça, c'est la courbe de notre balance commerciale. Et on voit que dans les mêmes années, vous voyez les petits diagrammes à l'envers, là, vers le bas, à partir de 2002, qui était encore une année positive pour le commerce français, et vous voyez qu'on plonge totalement à partir de 2002, 2003, 2004, etc., pour atteindre des profondeurs abyssales par la suite. Et moi, je pose cette question. Est-ce que l'euro, est-ce que la politique monétaire, qui a été menée par l'Europe, la zone euro, pendant toutes ces années, n'a pas, au plan de l'effet compétitivité-prix, complètement pénalisé nos entreprises en faisant renchérir le coût de ces entreprises, sachant que la monnaie dans laquelle sont libellées les transactions mondiales, c'est le dollar, c'est pas l'euro. Et d'ailleurs, dans une campagne électorale précédente, nous avions dit et rabâché qu'il fallait que l'euro devienne une monnaie de transaction et une monnaie de réserve à parité avec le dollar, parce que c'était un élément essentiel de notre compétitivité que l'on continue à ne pas aborder. Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, je n'ai pas la solution, mais je vous pose une question qui n'est pas une question piège, mais qui est une question délicate, j'en conviens par avance. Mais nous non plus, on n'est pas économistes, donc on est Bruno nous dira un mot là-dessus. Oui, je veux bien, Bruno, si tu veux, parce que c'est... en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ça nous pénalise ? Je ne sais pas. On sait que l'économie française est plus portée par la consommation que par les exportations. Donc, je ne sais pas répondre. L'Airbus, concrètement, l'Airbus par rapport au Boeing prend X% de pénalité par le jeu de cette parité. Par le jeu de... On peut raisonner peut-être aussi, il faudrait le vérifier, sur l'agriculture, qui est soumis à très rude épreuve au plan international, et d'autres secteurs. Donc je pose simplement la question, et je pense qu'il est aussi de notre rôle, la force républicaine, même si nous n'avons pas toutes les solutions, bien sûr, nous ne sommes pas omniscients, mais de poser ce type de questions. Juste pour terminer, et mon petit label du Made in France. Moi, ça me ferait plaisir quand même que quand je vais au supermarché du coin, je trouve des produits français, que je sache quels sont les produits que j'achète. Je ne sais pas pour vous, mais je crois et pour vous dans les ateliers, ce que vous en... Il y a de plus en plus de production locale. Je crois qu'en région, il y a de plus en plus de production locale. Oui, mais c'est dur de les trouver. Oui, parce que tu vas dans les supermarchés parisiens. Non, mais non, moi je suis un petit provincial, justement. Bon, vive le Made in France. Je voudrais vous remercier toutes deux. Je pense qu'on a eu un débat très intéressant, très, très vivant. Et je vais proposer, Monsieur le Président de Force républicaine, à Bruno Retailleau, de bien vouloir le conclure, s'il le veut bien. Merci Serge de la façon dynamique dans laquelle tu animes nos débats. Je voudrais remercier bien sûr nos deux spécialistes de l'entreprise, Viviane, chef d'entreprise, et puis une sénatrice qui dirige la délégation aux entreprises, Elisabeth. Merci, c'était intéressant. Moi, ce que je voudrais vraiment faire partager, parce que on voit bien que très vite ce genre de débat est un débat de spécialistes. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la France est à la traîne de pratiquement tous les pays européens en matière de compétitivité. On est non seulement, je vous l'avais rappelé, quand on avait traité du sujet de la dette, on est sur les dépenses publiques, et tu en as parlé, Serge, aussi au début de l'intervention. On est 28e sur 28 sur la dépense publique, et on est aussi une des lanternes rouges de l'Europe sur la compétitivité. C'est dramatique. On fait des milliards, des dizaines de milliards d'euros, 60 milliards d'euros, tu le rappelais. Rappelle-moi l'Allemagne. L'Allemagne fait un résultat positif de plus de 230 milliards. De plus de 230 milliards. Et l'Italie fait beaucoup mieux que nous en matière de solde commercial. C'est terrible pour ce qui s'est passé depuis 20-25 ans. On a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels en France. La France a perdu sa substance industrielle. Ça, c'est pour le passé. Mais pour l'avenir, c'est plus grave. Si on ne retrouve pas la compétitivité de l'entreprise France, on ne parviendra pas à traiter des problèmes qui sont devant nous. Le problème, par exemple, du vieillissement, qui nécessitera qu'on dégage des ressources pour nos aînés. Le problème aussi de tous les traitements, je pense par exemple au traitement du cancer. Combien de familles sont aujourd'hui touchées
par ce fléau? Eh bien, il y a des nouveaux traitements qui vont sortir, qui vont coûter très cher. Et si on veut amener le pays sur un chemin de la prospérité, il faut que le pays, évidemment, nos entreprises, retrouvent cette compétitivité. Tout ce qui a été fait n'est pas mauvais, c'est ce que vous avez indiqué. Il y a des décisions, je pense, qui n'ont pas été prises. Je pense que les seuils, c'était facile, il fallait le faire. Je pense que les 35 heures, on dit qu'on n'a pas, les entreprises ne trouvent pas aujourd'hui les compétences. Mais au moins, débloquons, déverrouillons cette offre de travail. Parce que quand on passe de 35 à 40 heures ou à 39 heures, évidemment, les mêmes qui sont, eux, déjà formés, peuvent donner plus de travail à l'entreprise. Donc il y a malheureusement des réformes qui ne sont pas allées au bout, et il y a aussi eu des décisions qui sont, je pense, malencontreuses. On parlait par exemple du poids des normes. On parlait du poids des contraintes administratives. Pour moi, la retenue à la source, c'est quelque chose qui est absolument symbolique et qui est caricatural. Pourquoi ? Parce qu'on va demander aux entreprises françaises, à toutes les entreprises, de se transformer en percepteurs. Pour le compte de l'État, ça va leur coûter entre, certains disent 5 ou 600 millions d'euros de plus. La délégation aux entreprises a calculé que c'était au-delà d'1 milliard. C'est un nouvel impôt caché et on transforme les entreprises finalement en auxiliaires du fisc. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça, c'est pas possible. Deuxième idée, nous avions proposé avec François Fillon pendant la campagne une TVA compétitivité. Emmanuel Macron a préféré augmenter sur les retraités la CSG. Résultat, la croissance, parce que la consommation est en berne. La TVA n'aurait pas dégradé le pouvoir d'achat des entreprises. En revanche, la TVA aurait permis de taxer les produits chinois qui viennent en France. C'était une sorte de droit de douane touché par l'économie française, qui venait d'ailleurs dans les finances de la sécurité sociale. Et puis, un autre point, le choix de la taxe d'habitation. Très bien. Sauf que nous avions fait un autre choix. Nous avions fait, Viviane, le choix de libérer les entreprises de ces contraintes et surtout d'alléger les charges des entreprises françaises qui pèsent trop sur la production, sur le travail, qui malheureusement, lui, souvent est délocalisable. Voilà, donc je pense qu'il y a un chemin à suivre. Et dans ce chemin, il y a la baisse des contraintes administratives, la baisse des impôts, la baisse des charges, mais j'avais parlé aussi de déficit jumeaux. C'est parce qu'on a trop de dépenses publiques qu'on a un endettement abyssal. C'est parce qu'on a trop de dépenses publiques qu'on a aussi trop de charges, trop de prélèvements obligatoires et trop d'impôts. Les deux déficits, déficit budgétaire, déficit commercial, sont évidemment non seulement des déficits jumeaux, ce sont même des déficits siamois. Voilà, donc c'est un travail qu'on va faire, Serge, pendant les prochaines semaines. Je compte vraiment sur toutes celles et ceux qui participent dans toute la France aux ateliers. L'idée qu'on porte à Force républicaine, c'est l'idée de la liberté. La liberté qui est une valeur en soi, une valeur pour chacun, pour que chacun puisse s'épanouir avec une exigence, c'est la responsabilité. On parlera un jour aussi du surcroît de dépenses sociales, souvent en France, qui sont souvent mal dépensées. Voilà, il faut à la fois libérer, vivre la liberté, et ce n'est pas parce que Emmanuel Macron se dit libéral qu'il faut que notre famille politique devienne étatiste. Moi, je pense que la liberté, c'est bon pour les individus à titre personnel, mais c'est bon aussi pour un épanouissement collectif. C'est cet étendard que nous voulons porter fièrement si demain nous voulons que la France s'engage vraiment et durablement sur le chemin de la croissance, de la compétitivité retrouvée et donc de la prospérité pour tous. Merci de votre attention. Merci à Bruno. Et je vous rappelle, avant que nous nous quittions, chers amis, que nous avons une convention importante de Force républicaine, cher Bruno, le 27 juin prochain, qui porte sur un thème que chacun a en tête, Islam et République. Nous allons avoir de belles têtes d'affiche pour cette convention. C'est à 19h30, tout près d'ici. Vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et je dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, mais inscrivez-vous vite. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Mais en tout cas, on sera très heureux de vous retrouver et de vous retrouver un peu partout dans les belles provinces de France.